On commence la dernière table ronde de cette journée et qui a été vraiment impressionnante de richesse. Deux mots pour dire que je suis Marie-Nicole Rubio de l'association Le Furet, qu'on est ravis d'avoir été associés à ce projet, qu'on a depuis très longtemps. On essaye de porter les questions des préventions et des luttes contre les discriminations, et les questions de genre en font partie bien évidemment. Et donc on a vraiment labouré ce terrain-là depuis des années, et l'émergence d'une association comme la MEP est vraiment une très belle nouvelle pour tout le monde. Je ne vais pas m'étendre plus sur l'implication du Furet dans ce domaine-là. On a bien d'autres choses à faire. Et je vais commencer à passer la parole à Madame Marine Darnaud. Tout à fait. Je vous passe la parole parce que, en fait, dans votre service, la politique de la mixité est un enjeu majeur. Donc, on va voir un petit peu comment on arrive à s'appuyer aussi dans les expériences individuelles sur des dimensions plus institutionnelles et collectives. Voilà, merci. Merci à vous. Alors tout d'abord, c'est toujours difficile de passer après des témoignages extrêmement sincères et justes, parfois drôles et émouvants. Nous avons commencé à évoquer différents dispositifs avec Sandra Kunzmann et un des plans sectoriels mixité qui ont été signés. Donc je vous propose effectivement de peut-être faire un pas de côté et puis de vous présenter cette politique de mixité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors là, rien ne s'affiche. Alors je peux commencer, mais j'avais un document, donc j'aurais bien aimé vous le présenter. Ça c'est bloqué. Vous pouvez revenir en arrière. Alors merci. Voilà. Alors, parce que du coup, voilà, ça y est, c'est revenu. Ok. Tout d'abord, la définition de la mixité. Alors, comment s'entend-elle? La définition de la mixité pour nous, c'est entre 40 et 60% de chaque sexe. Donc, si vous parlez de la parité, on est à 50%. Mixité, entre 40 et 60%. Quels sont les enjeux? Quelles sont les grandes raisons? Et là, je parle évidemment tout secteur d'activité confondu. Tout d'abord, il y a une question de liberté individuelle dans le choix de l'orientation scolaire ou dans le choix de l'orientation professionnelle, puisque on peut choisir son métier à la fin de l'adolescence et en tant que jeune adulte, mais la question peut se reposer également un petit peu plus tard dans le parcours professionnel. Donc tout d'abord, une question individuelle. Nous avons également une question qui est de l'ordre, j'allais dire, de la microéconomie. Quand je dis microéconomie, c'est-à-dire qu'elle se pose au niveau des associations, des structures, des entreprises. Je vous donne un exemple. Vous avez un groupe qui s'appelle Sodexo qui a fait une étude sur l'ensemble de l'Europe. C'est un groupe international, mais eux se sont concentrés sur l'Europe. Pourquoi je donne à voir cet exemple? Parce qu'ils peuvent intervenir, notamment en termes de restauration, dans le secteur social ou celui de la petite enfance. Qu'ont-ils fait? Ils ont regardé quels étaient les résultats financiers et non financiers des équipes qui étaient mixtes et non mixtes, vraiment avec cette grille de lecture-là. Et quand je parle de ratio financier, je suis sur le chiffre d'affaires, non financier, je suis sur la satisfaction client, la confiance des salariés dans leur entreprise, la fidélité, etc. Ils se sont aperçus que les équipes dites mixtes, donc toujours avec ce ratio entre 40 et 60% de chaque sexe, avaient des résultats globaux en moyenne de plus de 3% que les équipes non mixtes. Donc pour eux, pour ce groupe-là et pour d'autres, puisque plusieurs sont dans cette démarche-là, c'est vraiment un enjeu financier, un enjeu économique que d'aller vers la mixité. Le troisième point, la troisième raison, et là, cette fois-ci, je passe avec une approche macroéconomique,
c'est au niveau de la France, vous avez un taux de chômage qui peut être important, notamment dans certains secteurs d'activité, alors même que si vous élargissiez le bassin d'emploi, si vous allez chercher dans d'autres viviers, eh bien effectivement, nous pourrions répondre à ces métiers qui sont aujourd'hui en tension. Donc, pour des raisons individuelles, microéconomiques, macroéconomiques, nous mettons en place cette politique de mixité professionnelle. Donc, comment s'est-elle inscrite dans un premier temps? Dans le cadre du plan mixité qui a été lancé en 2014. L'objectif, quel était-il? Il était de passer de 12% de métiers mixtes, donc à cette époque-là, à un tiers en 2025. Alors, je vous donne un exemple. Là, ce sont les chiffres de la DARES. La DARES, ce sont les services statistiques du ministère du Travail. La DARES identifie 87 familles professionnelles. 50% des femmes sont dans 12 familles professionnelles. 50% des hommes sont dans 20 familles professionnelles. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir d'emblée, avant même d'avoir une lecture sexuée? C'est qu'il y a une polarisation sur certaines familles professionnelles. Lorsque je prends ma paire de lunettes approche sexuée, je vois que le spectre des femmes, il est moins important que celui des hommes, 12 familles contre 20. Lorsque maintenant je regarde dans le détail, je m'aperçois que les femmes, elles vont être situées dans les secteurs qui sont davantage de l'ordre du social, de la petite enfance, de l'éducation, du sanitaire, quand les hommes sont du côté technique, financier, industriel. Ça, quelle incidence cela a-t-il? Ce sont des métiers qui sont moins valorisés financièrement. Et donc vous allez le retrouver tout au long de la vie, dans le parcours de la personne, mais également au moment de la retraite. Donc, voilà, face à ce constat, on s'est fixé cet objectif-là, de passer encore une fois de 12% à un tiers des métiers mixtes en 2025. Dans un premier temps, nous avons mis en place ce qu'on appelle la plateforme des métiers, l'objectif étant de rassembler en fait toutes les figures travaillant sur ce sujet-là. Alors vous aviez les ministères, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi et du Travail, le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, mais vous aviez également les fédérations professionnelles, les OPCA, des représentants des associations, enfin, si vous voulez avoir une vision complète de ce spectre-là. Et puis nous avons choisi d'aller plus particulièrement vers certains secteurs. Et ces secteurs-là ont été choisis au regard de plusieurs critères, à savoir d'abord une absence forte de mixité, mais également des secteurs en développement, où il y avait un potentiel. Et donc je rejoins bien, si vous voulez, les deux raisons que je vous ai, enfin trois, mais là j'étais plutôt sur l'approche institutionnelle, les raisons que je vous ai évoquées dans un premier temps, performance économique et puis ces métiers en tension. Quels ont été ces secteurs plus particulièrement? Transport, bâtiment, donc signé en 2014. 2015, donc vous l'avez évoqué, Madame Kunstmann, avec les services à la personne. Et puis là, prochainement, donc je vous l'annonce très très dans le secteur numérique, donc un nouveau plan sera signé à la fin du mois. Par ailleurs, sur les secteurs petite enfance et autonomie, et là vous voyez que nous avons moins une approche secteur qu'une approche publique, là nous avons mis en place ce qu'on appelle des EDEC. Donc les EDEC, c'est en fait pour encourager au développement de l'emploi et des compétences. Donc travailler au niveau des OPCA pour lutter contre les stéréotypes, donc à la fois travailler sur tout ce qui est documents de présentation, pour intégrer cette question-là dans le cursus de formation. Voilà. Donc ça, c'était le plan mixité en tant que tel. Et notre objectif aujourd'hui est de l'intégrer, enfin d'intégrer la question de la mixité dans tous les dispositifs. Donc je parle par exemple de la convention interministérielle entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Oui, il y a un volet fort sur la mixité, ce qui signifie qu'on parle de la mixité, si vous voulez, dans l'ensemble du système éducatif. Donc c'est dès le plus jeune âge jusqu'à l'enseignement supérieur. Et à la fois
pour les professionnels, mais aussi nous avons un certain nombre d'actions avec les parents, donc travailler sur l'image, et puis évidemment ça a un impact sur les enfants. Dans l'accord cadre avec Pôle emploi, donc ça c'est un accord cadre donc de 3 ans, nous avons mis un objectif en tant que tel sur la mixité. Et donc ça c'est décliné au niveau de chaque agence régionale, puis dans chaque agence Pôle emploi, pour effectivement accompagner les personnes, femmes ou hommes, vers des métiers vers lesquels ils ne seraient pas allés peut-être spontanément. Les territoires d'excellence, là vous voyez que nous avons cherché à travailler au niveau régional avec les conseils régionaux qui œuvrent à la fois sur la formation professionnelle et l'emploi. Le réseau des entreprises et des administrations pour l'égalité entre les femmes et les hommes, là nous sommes sur les entreprises du SBF 120, les 120 premières entreprises françaises cotées. Pourquoi avons-nous travaillé dans un premier temps sur ce périmètre-là? Pour en constituer un rôle modèle, pour amener ensuite les autres entreprises à suivre cette même dynamique. Et les COMEP, là, ce sont des contrats pour la mixité. Donc là, on travaille au niveau vraiment individuel. Donc notre objectif, c'est de serrer à la fois les différents niveaux, nationaux, régionaux, départementaux, chaque opérateur pour vraiment infiltrer l'ensemble des dispositifs et avancer sur ce sujet. Donc vous voyez que c'est une question qui est essentielle. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on parlait de politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en évoquant la lutte contre les stéréotypes, l'égalité salariale, l'accès à la formation, aux responsabilités. Aujourd'hui, nous parlons de politique d'égalité et de mixité professionnelle. Voilà, je vous remercie. On voit bien quand même que les impulsions fortes qui sont données et les outils qui existent, dont on peut se saisir pour faire avancer ces questions. Et je passe la parole, non pas à Olga Trostiansky, qui était annoncée dans le programme, parce qu'elle a été frappée par la grippe saisonnière. Et aujourd'hui, finalement, c'est Jeanne Fagnani qui nous a rejoint, qui fait partie aussi, qui est membre éminente de l'Observatoire pour l'égalité, et qui est sociologue et a fait de nombreux travaux sur la conciliation, sur les temps de vie, etc., etc. Je pense que ce sera tout à fait intéressant. Merci d'avoir relevé le défi. Merci beaucoup, merci à vous. Effectivement, je remplace Olga parce que elle m'a prévenu avant-hier qu'elle était très malade et qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, je le fais avec plaisir, mais c'est très dommage qu'elle ne soit pas là. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce que j'ai l'impression que cette journée, vous avez tout dit, tout ce que j'avais envie de dire, et en particulier en entendant la précédente table ronde, je me suis dit, mais j'ai plus grand-chose à dire. Alors, je vais quand même dire de façon très courte, je vais quand même dire quelque chose, parce que ça fait 30 ans à peu près que je travaille sur les politiques familiales en Europe, en particulier d'ailleurs dans les pays scandinaves, qui sont des pays modèles, en particulier en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Ils prennent cette question très au sérieux depuis très longtemps, mais aussi sur la France, sur l'Allemagne, sur l'Autriche, et également de l'impact sur l'insertion, les modalités d'insertion des femmes et des mères en particulier sur le marché du travail et aussi sur la fécondité. Voilà, juste pour vous dire. Alors, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je rends hommage, j'y tiens beaucoup, à des jeunes hommes comme Monsieur Joseph Kosman, Monsieur Frédéric Bernard, qui est un peu plus âgé, et Mike Marshall. Parce que vraiment, pour moi, je les considère un peu comme une sorte de héros qui ont tout simplement des chevaux de Troie, qui ont réussi à rentrer dans cette forteresse le symbole du maternalisme qui imprègne encore toute la politique familiale française. Alors vraiment, c'est extrêmement, ça me fait très très plaisir, je dois le dire, de les avoir rencontrés, d'avoir fait leur connaissance, parce que il y a à peu près déjà 30 ans, 25 ans, j'ai commencé à parler de cette question
Et par contre, on m'écoutait quand je parlais des questions sur la fécondité, etc. Mais tout ce qui concernait la mixité dans le secteur de la petite enfance, on était totalement aveugle. Et force est de reconnaître qu'on a, et je jouerai un peu les rabat-joie, on a encore un long chemin à parcourir. Alors d'abord un petit mot sur la politique familiale française, en 2 mots. Elle est pleine d'ambivalence, mais elle est aussi, si vous voulez, elle a fait des prouesses d'une certaine façon, puisqu'il est vrai qu'elle a réussi cet exploit d'une certaine façon à permettre aux femmes d'être présentes sur le marché du travail, même lorsqu'elles ont de jeunes enfants, tout en ayant une fécondité, un nombre d'enfants parmi le plus élevé quasiment maintenant de toute l'Europe. Donc c'est une politique, il faut le reconnaître, il y a eu des succès évidents et on est obligé de reconnaître qu'elle a toujours intégré dès le début le modèle de ce que j'ai appelé le modèle de la mère qui travaille. Bon. Donc les femmes sont très présentes. Contrairement à l'Allemagne pendant très longtemps, maintenant c'est en train de changer, mais contrairement à l'Allemagne, les femmes sont très présentes sur le marché du travail et pas à temps partiel comme en Allemagne, lorsqu'elles ont des jeunes enfants, mais très souvent, la plupart du temps, à temps plein. Bon, ceci dit, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la promotion de l'égalité des hommes et des femmes, et en particulier dans le secteur des politiques d'accueil de la petite enfance. Alors, première chose, là je vais me répéter, et Madame Kunzmann, qui a pris la parole juste avant nous, l'a très très bien dit, l'a souligné avec beaucoup de justesse, je partage entièrement ses propos. On est encore complètement, on n'arrive pas à bouger. Les appellations des métiers de la petite enfance ou des structures d'accueil, mais on est englué, embourbé dans un maternalisme qui est extrêmement préjudiciable, selon moi, à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la famille et donc évidemment en interaction avec ce qui se passe sur le marché du travail. Parce que les femmes sont présentes sur le marché du travail, mais vous savez très bien que les discriminations sur le marché du travail restent très importantes en France. Et évidemment, c'est intimement lié à ce qui se passe dans la famille. Ce qui ne veut pas dire, entre parenthèses, que je ne reconnais qu'il y a une certaine responsabilité de la part des femmes. Mais là, ça nous entraînerait trop loin. Donc, et des hommes aussi, mais ça, les hommes, on le dit toujours. Mais ce qu'on nous dit beaucoup plus rarement, c'est que les femmes sont partie prenante. Souvent, tout en étant discriminées et en ayant, si vous voulez, en étant pénalisées sur le plan professionnel. Mais c'est pour ça aussi que les choses n'avancent pas beaucoup, parce que tout cela forme système et hommes et femmes sont partie prenante de cet état de fait. Alors, voilà, par exemple, je reprends les propos de Madame Kunzmann, comment voulez-vous? Nous avons fait, alors je fais une parenthèse, j'avais fait comme chercheur au CNRS avec la CNAF une très grosse étude sur les assistantes maternelles. Vous le savez, elles sont très nombreuses, 300 000, des assistantes maternelles agréées, évidemment, avec une grosse enquête sur les parents. Et évidemment, on a vu, entre autres choses, qu'on continue à avoir 98%, si ce n'est 99%, de femmes dans cette profession. Et comment voulez-vous, comme vous l'avez dit, que quelqu'un qu'on appelle constamment une nounou, comment voulez-vous qu'un jeune homme s'engage dans cette filière avec tous les obstacles que vous avez très très bien exposés et qui sont absolument réels? Et moi, maintenant que j'ai mes enfants en crèche, j'ai mes petits-enfants en crèche, et je ne cesse d'observer, là c'est purement empirique, c'est pas une étude, mais il y a des tas d'études qui ont été faites, et pas seulement moi, plein d'autres, je ne cesse de constater combien les mères et les pères, mais les pères et les mères sont profondément hostiles, réticents, disons, à toute entrée d'un homme dans ces structures ou comme assistant. Dans l'étude sur l'assistante maternelle, personne ne cherchait, on l'a posé la question, pas question de recruter un homme, pas de confier ses enfants à un homme. Donc, si vous voulez, je vais terminer là-dessus.
Il faut commencer par tout ce qui n'est pas seulement mesures, prestations, que on connaît, les aides à l'articulation travail-famille. Il faut travailler aussi au niveau symbolique. Le symbolique est quelque chose de très important. Et il est d'autant plus important qu'il a un reflet de cette politique très maternaliste et inversement, évidemment, en interaction, ou autrement dit, de la forme système avec les appellations que l'on donne à tout ce qui est école maternelle, assistant maternel, sage-femme pour la naissance, etc., etc. Et alors en plus, là je suis désolée, mais quand on a voulu neutraliser soi-disant l'assistante maternelle, on a gardé le maternel, oui, mais on a enlevé le E de assistant, ce qui est ridicule. Je regrette, mais ça c'est vraiment ridicule. En Allemagne, pourtant un pays qui n'a pas toujours été, de ce point de vue, un pays très en avance du point de vue de la remise en cause des normes traditionnelles, eh bien en Allemagne, maintenant on parle de Tagesmutter et de Tagesvater. Donc au moins ça, si vous voulez, parce que tout forme système. Tout, si vous voulez, ce qui exige d'ailleurs que quand on étudie les politiques familiales, il faut avoir une approche globale, systémique, où tout interagit. Et donc ça, c'est tout à fait fondamental parce que c'est indispensable pour essayer de démêler cet écheveau de facteurs qui conduisent les hommes à s'investir dans la vie professionnelle plus que dans la vie familiale et inversement pour les femmes. Voilà, merci. Alors, on a les assistants maternels maintenant, et puis on a aussi l'école maternelle. Et il est bien entendu que ce travail sur les noms est essentiel. Je me tourne vers Bénédicte Fiquet, qui représente ici l'association Adéquation. Cette association, ça fait aussi très très longtemps qu'elle s'engage sur les questions d'égalité et de promotion de l'égalité auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes. Et donc, c'est ce travail long, patient. Il y a quelqu'un qui a dit le terme de persévérant, d'opiniâtre. J'ai beaucoup aimé ce terme d'opiniâtreté parce que je pense que sur ces questions-là, le temps est un facteur essentiel pour ne pas faire des effets de mode, mais faire dans la durée. Voilà, la petite machine. Explique-moi si je veux avancer, je fais juste ça. D'accord. Non. C'est ici, c'est où? Non. D'accord, ok. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais bien sûr remercier la MEP pour m'avoir invité pour présenter les travaux d'adéquation. Mais je voudrais aussi remercier la MEP d'avoir invité tous les intervenants et intervenantes qui m'ont précédé, parce que je me suis vraiment régalée pendant cette journée. En 2 mots, déjà, mon intervention cherchera à soulever 2 questions, à défaut d'y répondre complètement. Dans quelle mesure l'égalité entre les femmes et les hommes passe-t-elle par l'émancipation des hommes ? Et quel type d'initiatives répondent aujourd'hui à la nécessité de redéfinir le masculin ? Alors, j'aurais dû aussi mettre le entre guillemets, en fait, hein, c'est vraiment problématique, pour établir donc des rapports sociaux entre hommes et femmes et hommes égalitaires, en tout cas plus égalitaires. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente Adéquation très brièvement. Notre objectif, c'est de favoriser une prise en compte des différentes composantes d'un développement humain durable, hein, c'est-à-dire que ça implique de repenser à la fois les priorités et les articulations entre l'économie, le social, la culture, l'environnement et les droits humains. Et dans cette perspective, nous portons une approche intégrée de l'égalité femmes-hommes, quels que soient les chantiers que nous menons. Donc,
Nous avons depuis 2009 développé un programme sur l'éducation non sexiste qui consiste déjà à animer un centre de ressources en ligne sur ces questions, une rubrique sur le centre de ressources d'adéquation. Nous produisons aussi un certain nombre d'outils, donc on a eu toute une réflexion notamment sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant à partir de l'approche de genre, et puis nous animons des formations auprès de professionnels, mais également d'étudiants et d'étudiantes de la petite enfance et d'éducation. Alors, l'envie d'adéquation de travailler sur les masculinités repose sur plusieurs constats. Le premier, j'en citerai deux, le premier, c'est que très peu d'hommes sont présents aux formations ou aux conférences ou aux séminaires qui portent sur les questions de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes, que ce soit comme public ou comme intervenant. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, mais les hommes étaient particulièrement concernés par la problématique. Et or, justement, les hommes constituant l'un des deux termes de l'égalité femmes-hommes, sans changement de leur part, il n'y aura pas d'égalité. Alors c'est sûr, c'est pas toujours évident, on l'imagine très bien, pour les hommes de dénoncer ou d'entendre dénoncer le patriarcat, la domination masculine, les inégalités, les violences de genre. Et finalement, le fait que beaucoup de formations ou de sensibilisation traitent quasi exclusivement des femmes n'aide pas à renverser cette tendance. Donc nous sommes vraiment au sein d'adéquation partisanes de l'approche de genre, c'est-à-dire de questionner les rapports sociaux de sexe. Et avec ce travail que nous faisons sur les masculinités, nous essayons de répondre à la question comment impliquer les hommes dans ce combat pour l'égalité. Alors, autre constat qui nous a amené aussi à travailler à ces questions, c'est les mécanismes de la domination masculine sont d'une complexité extrême et elles prennent forme ou racine dès l'enfance. Alors peut-être une petite anecdote que je trouve particulièrement édifiante. J'accompagnais une équipe de crèche à Aubervilliers sur les questions de l'éducation non sexiste. On procède beaucoup par l'observation, l'auto-observation, l'observation filmique. Et les professionnels me disaient « Mais je t'assure, Bénédicte, le coin cuisine, il est mixte. » Je dis « Ok, d'accord, on va filmer le coin cuisine. » Donc les professionnels filment le coin cuisine. Et quand je reviens pour une séance après, elles m'expliquent ce qu'elles ont filmé. Elles me disent que les petites filles certaines petites filles ont cherché à virer les garçons du coin cuisine, qu'elles leur empêchaient l'accès au four. Le four, c'est vraiment le truc extraordinaire du coin cuisine. Et qu'au bout du compte, les petits garçons se sont retrouvés à table, autour de la table, et les petites filles leur servaient le café. Donc oui, mais qu'est-ce que c'est que cette mixité Souvent, la mixité, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on n'interroge pas justement les rapports sociaux de sexe qui s'organisent dans cette mixité. Alors, travailler sur les masculinités, finalement, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Car s'il faut admettre qu'en termes de liberté d'être, les garçons et les hommes ne sont pas mieux lotis que les femmes, parfois ils le seraient peut-être même moins, puisque finalement le féminin étant dévalorisé, les hommes ou les garçons qui s'aventurent sur des terrains dits féminins risquent aussi la dévalorisation, alors que comme ce qui est dit masculin est valorisé, quand ce sont les femmes qui s'y aventurent, elles peuvent en avoir des bénéfices et être valorisées. Mais en revanche, il est essentiel de rappeler que l'assignation des hommes à un rôle genré, c'est à la fois le produit de la domination masculine et que ça fait perdurer la domination masculine. Autrement dit, quand des hommes souffrent aussi de ce système et de ces assignations, c'est du système patriarcal et de domination masculine dont ils souffrent. Ah, j'en ai oublié une que j'aime bien. Ce n'est pas parce que le système qui les fait souffrir produirait tout d'un coup de la domination féminine. Ça me semble très important de le rappeler quand on travaille sur ces questions. Alors, on le voit bien dans l'exemple que je donnais sur le coin cuisine. Les garçons sont virés, grosse frustration, il n'y a pas de liberté d'être, etc. En l'occurrence, ici, c'est imposé par les petites filles. Donc,
je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, les femmes et les filles peuvent être aussi des agentes du système patriarcal, mais au bout du compte, bon, parfois c'est aussi les parents qui s'offusquent du fait que leur petit garçon joue à la poupée, mais au bout du compte, les enfants finissent par se conformer à la hiérarchie du système de genre, et donc là, en l'occurrence, les filles servent le café et les garçons sont faits pour être servis. Alors, étudier les masculinités, ça permet aussi d'analyser des rapports de pouvoir et de subordination entre les hommes eux-mêmes et de mettre en valeur le fait que les hommes ne constituent pas un groupe homogène. Wywin Connell, qui est une sociologue australienne de référence sur les masculinités, elle distingue 4 types de masculinités. Les masculinités hégémoniques, pour désigner celles qui ont des pratiques de domination et qui en tirent pleinement profit. Les masculinités complices, pour désigner les nombreux hommes qui n'ont pas nécessairement des pratiques de domination, mais qui bénéficient quand même des dividendes du système global. Les masculinités qu'elle appelle subordonnées et sur lesquelles s'exerce aussi la domination hégémonique, par exemple les homosexuels qui, parce qu'ils sont perçus comme une menace pour l'ordre hétérosexuel dominant, sont subordonnés donc à cette masculinité hégémonique. Et enfin, les masculinités marginalisées, qui recrutent dans certains groupes sociaux ou ethniques et qui peuvent incarner certains traits de la masculinité hégémonique sans en tirer pour autant tous les bénéfices du fait qu'ils appartiennent à un groupe social défavorisé subissant des discriminations. Alors, le fait justement que les masculinités s'articulent avec les classes sociales, les cultures, les races, mais tous les guillemets qu'il faut, race étant également entendue comme construction sociale, donc le fait que les masculinités soient multiples fait justement qu'elles peuvent ébranler le patriarcat. Dans une interview qu'elle a accordée le 10 septembre 2013 à la revue Contretemps, Wywin Connell disait: il peut aussi être important de montrer que les hommes ne profitent pas en bloc des dividendes masculins générés par un ordre du genre patriarcal. Il y a des niveaux de profit très différents et certains groupes d'hommes payent en réalité un prix fort en pauvreté, en violence, en dépression pour le maintien de l'ordre du genre en vigueur. Ce qui veut dire que certains hommes, et leur nombre ne fait qu'augmenter, tireront des bénéfices de la transformation progressiste de l'ordre du genre et qu'ils peuvent donc constituer des alliés dans le combat pour le changement. Alors, pour inviter un maximum d'hommes à constituer des alliés dans le combat pour le changement et pour donner des billes à celles et ceux qui voudraient les y inviter, Adéquation a réalisé une brochure dont le titre est « Vers l'égalité des femmes et des hommes, questionner les masculinités ». Donc, vous l'avez eu normalement dans vos dossiers de participants et de participantes. Il est constitué d'un certain nombre d'interviews de la part d'experts et d'expertes. Mike, justement, a participé en interview. On a eu aussi l'expertise de Nicole Mosconi. Et cette brochure aborde la question des masculinités dans une triple perspective, celle de l'assignation ou des contraintes, donc qui est une entrave à la liberté de l'être, celle de la domination masculine et enfin celle de l'implication des hommes en faveur de l'égalité femmes-hommes, avec notamment un florilège de citations qui remontent au XVe siècle, et on voit comme dès le XVe siècle, vous aviez des hommes à la fois extrêmement progressistes, avec des hommes également tout à fait misogynes et réactionnaires. Et donc c'est dans cette triple perspective d'assignation, de domination et d'implication des hommes pour l'égalité, nous l'avons abordé sous différents angles, être conscient ou non de ces privilèges masculins, voilà, c'est plutôt celle-là, le rôle de l'école, la fabrique des violences masculines, les figures paternelles, la contribution des mères à la domination masculine, les pressions homophobes et sexistes pesant sur les hommes masculins, les bienfaits de l'égalité pour les hommes, etc. Alors, en France, les initiatives et les politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes qui visent spécifiquement les hommes ou
qui interrogent l'impact négatif du patriarcat sur eux sont encore très rares. Dans un entretien justement qu'elle nous a accordé pour la brochure, Sylvie Héral résume la situation en ces termes. On ne peut restreindre la lutte, comme on le fait depuis plus de 30 ans, à hisser les filles vers des domaines masculins considérés comme supérieurs. Pourtant, dès que l'on propose de repenser l'éducation des garçons, c'est la panique absolue, l'angoisse de la dévirilisation. Il faut un immense courage politique pour s'attaquer à la fabrique des garçons. Alors, c'est pourquoi cela nous semble essentiel de mettre en valeur aujourd'hui ce qu'il existe déjà. Une grande part de ces initiatives, qu'elles soient associatives ou publiques, portent surtout, c'est vraiment ce qu'on note aujourd'hui le plus, sur les violences des hommes faites aux femmes. Vous avez également, ça commence à poindre la question du harcèlement, l'homophobie, et à noter également des campagnes pour l'égalité professionnelle. Alors, il y a celle en faveur des femmes qui s'adresse aux hommes, mais aussi celle pour favoriser l'accès des hommes à des métiers dits féminins. Et donc, c'est typiquement ce que fait la MEP aujourd'hui. Alors, ce qui reste plus timide, en revanche, c'est tout ce qui touche à la sphère domestique. C'est-à-dire encourager les hommes vraiment à part leur part des corvées domestiques, comme disait la ministre ce matin. Assez rare aussi ce qui concerne la sexualité et la contraception. Et ce qui relève de la construction des identités masculines, on rejoint la problématique de cette dévirilisation, et enfin la question du regard porté sur ces différentes possibilités d'être homme aujourd'hui. Alors, dans la perspective de créer des émules, notre brochure a recensé 31 bonnes pratiques d'illustration donc de ce qu'on peut faire, soit au niveau local ou au niveau international, y compris dans les pays en développement, qui peuvent nous en apprendre beaucoup, notamment au Brésil, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les masculinités, en espérant que cela inspire les actrices et les acteurs de l'égalité ici en France. Et puis, je voudrais clore mon intervention aussi en saluant le talent de Pénélope Pechler qui a fait les illustrations pour notre brochure, avec laquelle on s'est beaucoup amusé. Ça fait beaucoup de bien de travailler avec des illustrateurs ou illustratrices sur ces questions. Voilà, et puis je vous remercie. Je suis dans les temps. Je pense qu'on termine logiquement quand même avec le président de l'association qui nous a réunis aujourd'hui, et qu'on salue pour sa capacité à relier et à mettre en réseau et à trouver des ressources et à utiliser les compétences des uns et des autres. Merci beaucoup. Et que va faire la MEP demain ? Que devient la MEP demain ? Je voulais juste, je peux pas le savoir là maintenant. C'est l'avenir qui va le dire. Je voulais juste réagir par rapport à Jeanne Fagnani qui s'est adressée à moi en parlant de héros et aux deux autres témoins. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je voudrais le renvoyer quand même à tous les autres hommes qui sont dans la salle et effectivement qui sont aussi étudiants ou professionnels, qui sont effectivement en quelque sorte des pionniers, comme je le disais un peu dans l'introduction quelque part. Voilà. Et juste une petite chose. Quelqu'un a laissé sa carte d'identité. Butier Jennifer, votre carte d'identité, voilà, elle est déjà partie. Non, voilà. Elle la récupérera. Bon, après. Très bien. Voilà. Alors, je disais, qu'est-ce que devient la MEP demain ? Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir le dire là, mais on espère que cette journée ouvrira aussi de nouvelles perspectives pour la MEP, mais aussi pour toutes les associations, les institutions et toutes les personnes qui souhaitent s'engager ou qui sont déjà engagées sur ce terrain. Donc c'est pas que la MEP, mais en tout cas nous on veut continuer à le promouvoir. Je voulais juste dire un mot quand même sur finalement un tout petit peu plus ce que nous on fait, ce qu'on pourra faire, mais ce qu'on fait au sens de ce qu'on essaye modestement d'avancer au-delà de cette journée, de ce colloque, qui est quelque chose d'un petit peu exceptionnel quand même pour nous. Notre quotidien, c'est plus d'essayer de donner la
la parole et de permettre à ceux qui sont les premiers concernés, donc ces professionnels de la petite enfance, ces hommes et aussi les femmes qui travaillent avec eux, mais ces hommes aussi, de leur permettre de s'emparer de cette question et de la partager avec les autres. Voilà, je dis ça parce que je trouve que la force de cette parole de l'intérieur, témoignage qu'on a eu aussi dans les tables rondes d'après-midi, c'était notre souhait, et je trouve qu'elle porte autrement, enfin elle porte différemment le discours aussi très important et très intéressant qu'on a eu avec des personnes qui sont dans la recherche, qui viennent apporter cet éclairage. Voilà, je trouve que ça se complète bien et que les témoignages sont très importants. La question émotionnelle et du sensible, et nous y sommes très sensibles. Voilà. Donc c'est aussi la question d'un travail pour nous collectif, c'est-à-dire que se rassembler, sortir de l'isolement, c'est essayer de faire barrage à ce qui s'apparente toujours à une transgression individuelle. Pour rejoindre ce que disait Jeanne Fagnani, on est dans l'ordre quand même de la transgression, dans l'ordre du genre, donc il y a un prix à payer, et c'est pas simple tous les jours, pour aller vers quelque chose de collectivement plus subversif, d'une certaine manière. C'est ce que voulait dire Françoise Vouillot, qui n'a pas pu être là avec nous cet après-midi, mais essayer de réinterroger finalement globalement le fonctionnement, les normes, donc les normes dans la petite enfance, de les interroger hommes et femmes, mais de remettre ça un petit peu sur le tapis, on l'a dit, à travers l'usage des termes, du symbolique, etc., pour essayer de faire bouger un petit peu le curseur. Donc les normes, c'est quand même assez compliqué à faire bouger tout seul, on n'y arrive pas. Ça peut être que collectivement. Donc c'est ça notre démarche, c'est une démarche collective, c'est des groupes de discussion qui se retrouvent régulièrement, qui prennent conscience ensemble, et puis qui ont envie de mener des actions aussi vers l'extérieur. Donc l'exemple aujourd'hui, et l'exposition qui pourra circuler, enfin voilà, que cette parole elle puisse circuler dans les institutions et auprès des partenaires. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que ça? La temporalité peut-être, effectivement, ça a été repris plusieurs fois dans cette journée, évidemment aussi avec ceux qui sont déjà engagés depuis longtemps dans ces actions, avec nos amis étrangers qui sont venus et qui depuis 20 ans le mènent et parfois se découragent aussi un petit peu, se disent bon, comment on va faire, c'est très voilà, c'est très long, c'est très compliqué, mais il faut tenir la distance, il faut de la persévérance et du courage. Et nous on a commencé il y a 3 ans et on compte bien continuer. Mais c'est vrai que je me souviens, Tim, je l'avais entendu dans un autre colloque qui disait l'important c'est de commencer. Donc on a commencé, puis on verra jusqu'où ça nous mène. Voilà. Et puis toutes les personnes qui sont, enfin que je remercie aussi, qui sont venues aujourd'hui et qui sont restées, parce que vous êtes encore nombreuses et nombreux à cette heure dans un colloque un vendredi soir, c'est pas facile. Et donc qui sont intéressés par le sujet, à ce qu'on continue ensemble et à être en lien. Voilà, à se contacter, à faire des projets ensemble, et quel que soit effectivement le niveau institutionnel, associatif, etc. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là pour mon intervention.